Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui environne le trader. On va commencer par s'intéresser à son intermédiaire, le courtier. Donc les différents types de courtiers qui existent, on va essayer de faire un peu la lumière dessus pour que vous compreniez bien quand même dans quel monde vous évoluez. Essayer de vous le présenter peut-être d'une autre manière. Le spread fixe et le spread variable également, qu'est-ce que c'est? Ensuite on va parler des logiciels pour trader. Alors ça, on va en parler succinctement vu qu'il y a des tutoriels qui sont disponibles sur notre site pour les différentes plateformes. Mais bon, on va quand même les présenter vite fait, donc les différentes plateformes qui existent et pour les particuliers et notre solution logicielle, le DM Toolbox. Et puis on parlera informatique pour éviter que vous fassiez pigeonner par des entreprises peu scrupuleuses qui vous vendent très très cher ce qui vaut pas du tout cher. Donc comment choisir ses composants et comment monter son propre ordinateur et donc sa propre station de trading. On va commencer déjà sans plus attendre par la partie numéro 1, donc le courtier. Alors il y a deux grandes familles de courtiers, donc courtier qu'on traduit par broker en anglais. Donc il y a les brokers justement et les market makers. Alors du fait du marketing des dernières années, des différents faits qui se sont effectivement déroulés, on a plutôt tendance à dire soit le broker c'est le gentil, le market maker c'est le méchant. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. En fait, bien souvent, les deux, brokers et market makers, sont complètement mélangés. Donc, on va plutôt parler d'abord de leur business model, normalement, ce qu'ils sont censés être, et puis ensuite de la réalité des faits sur le Forex pour les particuliers. Donc, en gros, on pourrait définir déjà le broker comme un intermédiaire entre ses clients et le marché. Donc, le marché, c'est ce qu'on appelle la contrepartie, en fait. Donc, il met en relation des acheteurs et des vendeurs. Et le market maker, lui, par contre, il va, comme son nom l'indique, plutôt créer le marché. Donc il va être la contrepartie. Bon, intéressons-nous d'abord à ce qui est censé être un broker. Donc le broker, il reçoit les cotations du marché. Alors le marché, comme on l'a vu hier, c'est le marché interbancaire. Donc le marché interbancaire envoie sa liquidité vers le broker, enfin les partenaires du broker qui font partie du marché interbancaire ou qui peuvent être des institutionnels comme des hedge funds ou des industriels ou en tout cas des sociétés qui ont la liquidité et qui veulent donner de cette liquidité aux brokers. Donc ça, en général, ce sont des banques. Le plus gros fournisseur de liquidité, c'est la Deutsche Bank pour le Forex. Donc en gros, le broker, lui, il a un contrat avec ses partenaires qui font partie du marché interbancaire. Et le marché interbancaire dit au broker, voilà, moi, j'ai ces possibilités pour tes clients. Donc ensuite, le broker, lui, va agréger les ordres et il va les proposer à ses clients. Enfin, il va agréger la liquidité, pardon, il va les proposer à ses clients. Donc en gros, on a le marché qui propose au broker, le broker qui fait le tri là-dedans, qui va les agréger, et qui va ensuite, en moyennant donc sa petite commission, les rebasculer aux clients. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Donc comme on dit, le broker va se rémunérer sur le spread. Donc là, j'ai zoomé un peu ce qui se passe dans la relation entre le broker et le marché interbancaire. Donc c'est très simple. Le marché interbancaire, donc qui est constitué par les partenaires du broker, va envoyer au broker la liquidité il va lui proposer des fourchettes de liquidité. Donc par exemple, le premier va lui proposer un 45,01 à l'achat et un 45,009 à la vente. Le deuxième va lui envoyer un 45,01.5 à l'achat et un 45,00.8 à la vente. Et le troisième, pareil. Ensuite, le broker, donc, il va utiliser un algorithme et il va proposer à ses clients le meilleur prix à l'achat parmi ses partenaires, donc parmi ses liquidity providers, et le meilleur prix à la vente. Donc là, en l'occurrence, un 45,012 à l'achat et un 45,008 à la vente. Et ensuite, c'est ces prix-là que le broker va afficher sur la plateforme du trader, donc le client. Donc ensuite, il envoie cette possibilité, donc cette requête en fait au client, on dit voilà, écoute, mon meilleur prix à l'achat, moi c'est 1,45,01 et mon meilleur prix à la vente c'est 1,45,08. Donc c'est ce qu'on appelle le spread, l'écart entre 1,45,01.2 et 1,45,008. Je rappelle que ici donc c'est un spread qui est de 0,4 pips. Alors je rappelle que le pip c'est la quatrième décimale après la virgule. Donc là je les ai mis en gros. Ici, le pip, c'est donc 1 dans 1,45,01 et 0, le deuxième 0 dans 1,45,00.
Et les petits chiffres que vous voyez à droite, c'est le pips fractionné. Alors ça a été introduit il y a 3 ans, il me semble, pour multiplier les volumes. Alors imaginez-vous bien, avant, quand on voulait par exemple prendre un signal ou qu'on voulait acheter ou vendre une devise, il fallait qu'on attende que la devise se décale d'au moins un pip, ce qui pouvait prendre du temps. Aujourd'hui, grâce au pips fractionné, on n'a plus besoin d'attendre que le marché décale de 1 pip pour prendre une position, puisque la cotation va se mettre à jour en fait tous les 0,1 pip. Mais on est bien d'accord, le pip, c'est bien la quatrième décimale, en tout cas pour les paires qui ne sont pas liées au yen japonais, puisque comme ils ne font rien comme nous, c'est un peu faux. Le pip chez les paires en yen, c'est la deuxième décimale après la virgule. Donc voilà, en rouge, on a le spread. Donc c'est le spread interbancaire. Donc c'est ce que les partenaires du broker, en fait, ici, envoient au broker. Bon, maintenant, il faut que le broker se rémunère. Hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, il faut voir le broker comme une sorte de grossiste. Il va acheter au gros et nous revendre au détail. Donc en fait, le broker, il va rajouter le markup. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de nous afficher sur notre plateforme 1,4501 et 1,4500, il va par exemple rajouter 0,5 pips à la hausse et 0,5 pips à la baisse, donc 1,45017 et 1,45003. Donc du coup, nous, quand on va trader, on va être exécuté à ce prix-là. Donc on va payer 1,45017, alors que, entre guillemets, le broker n'a payé que 1,4501. Donc c'est comme ça que le broker va se rémunérer. Donc le broker se rémunère tout simplement en matchant, en reliant le trader au marché interbancaire et en prenant une petite commission au passage. Alors, ça c'est dans les faits. Alors ensuite, je vais vous présenter le market maker et puis ensuite on va un peu parler d'autre chose. Alors le market maker, comme on a dit tout à l'heure, lui il va plutôt jouer le rôle de contrepartie. Donc c'est un tout petit peu différent. En fait, le market maker va d'abord proposer des prix à son client. Donc il va dire, ben voilà, moi je peux t'exécuter à ce prix-là, ce prix-là, ce prix-là. Et ensuite, il va contrôler sur le marché interbancaire en fonction du client. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça dépendra, ça sera un peu à la gueule du client. Soit le market maker va garder l'ordre pour lui, et donc ça sera lui la contrepartie. Donc il ne va pas aller chercher sur le marché interbancaire quelqu'un qui veut bien vendre au client. Et je vais expliquer juste après pourquoi. Ou sinon, il le fait transiter sur l'ordre. Alors c'est très simple à comprendre. Alors dites-vous que donc il y a le marché à gauche, le market maker et le client. Alors si le client fait partie du book A, du market maker, qu'est-ce que c'est que le book A? Alors c'est simple, en fait un market maker, comme je l'ai dit, il prend les positions à l'intérieur, enfin il garde les positions chez lui. Ça veut dire que c'est lui la contrepartie. Quand vous êtes un broker, vous faites transiter l'ordre d'un vendeur vers l'ordre d'un acheteur. Okay, si l'acheteur gagne de l'argent, c'est le vendeur qui va payer à l'acheteur son gain. Okay, donc c'est-à-dire que quand un acheteur gagne, un vendeur perd. Par contre, le market maker, c'est lui la contrepartie. Alors, juste pour revenir ici sur broker, c'est-à-dire qu'en gros, si c'est une banque en face de vous, en général, normalement, quand vous gagnez, c'est la banque qui perd. Hein. Mais quand vous tradez au sein d'un market maker, comme c'est le market maker qui va être la contrepartie, ça veut dire que si son client est gagnant, c'est le market maker qui va devoir payer son client. Si par contre le client est perdant, le market maker va gagner l'argent du perdant, c'est-à-dire du client. Donc en gros, le market maker va utiliser des algorithmes et il va faire la différence entre un trader qui est susceptible de gagner, qu'on pourra appeler une sorte de poison pour lui, et un client qui est susceptible de perdre. Donc les clients qui sont susceptibles de gagner, ce sont soit... Alors c'est pas forcément des clients qui sont susceptibles de gagner, ça peut être des clients dont le market maker n'a pas envie de s'occuper. Ça peut être des scalpers par exemple. Pourquoi? Parce que lorsqu'un scalper va trader chez un market maker, le market maker ça va le faire chier parce que il y a tout un travail quand même derrière le market maker que je vais tenter d'expliquer tout à l'heure. Donc le market maker préfère ceux qui tradent avec des ordres qui sont pas trop rapides non plus, donc plutôt pour faire du day trading, du swing, etc. Donc dans son book numéro A, il va ranger tous les clients qui le font chier. Donc les clients qui gagnent, ou qui gagnent trop en tout cas, les clients qui utilisent des systèmes de trading qui ne conviennent pas et qui va avoir beaucoup de mal à gérer en interne. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le market maker, comme je dis, va checker donc le client. Si c'est un client dont il ne veut pas s'occuper, le market maker en fait va agir comme un broker. C'est-à-dire qu'il va basculer les ordres de ce client vers le marché interbancaire, donc vers d'autres fournisseurs de liquidités.
Deuxième possibilité, le market maker peut regarder dans ses clients et dire bah tiens, je peux relier deux clients entre eux. Et troisième possibilité, le market maker peut prendre l'ordre du client, sauf qu'il va se couvrir, donc prendre l'ordre inverse sur le marché. En fait, il fait tout ça pour ne pas prendre le risque de prendre l'ordre du client et de devoir payer le client si jamais ce client gagne de l'argent. Donc c'est pour ça qu'en général, l'ordre du client va aller sur le marché. Donc comme je disais, le market maker peut se couvrir, il peut couvrir sa position en essayant de vendre plus haut et d'acheter plus bas. Bien évidemment, alors en gros, ça veut dire que il propose un prix au client, par exemple, il propose un prix à l'achat, et ensuite, enfin, en même temps, ces algorithmes regardent sur le marché et il essaie d'acheter plus bas pour se couvrir plus bas, pour essayer de gagner justement sur la différence entre ce qu'il a vendu à son client et ce qu'il est en train d'acheter sur le marché. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, le market maker, il faut que vous considériez que lui, c'est un gros, d'accord? C'est pas un petit broker qui n'a pas assez d'argent ou qui n'a pas la régulation, parce qu'il y a une régulation particulière pour les brokers qui est plus facile à obtenir que la régulation pour les market makers. Hein, pour être un market maker, il faut de très très grosses capitalisations, enfin une très grosse capitalisation, beaucoup d'argent, et la régulation est beaucoup plus difficile à obtenir. Parce que là, il faut donc de l'argent pour pouvoir payer les gagnants, etc., etc. Donc en gros, si vous voulez, quand un ordre est pris par le market maker il dit bon, est-ce que cet ordre-là, je vais l'accepter et je vais le laisser au sein de mon entreprise. Donc il y a un algorithme qui va analyser tout ça, ou alors avant c'était des êtres humains, c'est ce qu'on appelait le dealing desk. D'ailleurs, broker, on appelle également ça du no dealing desk. Donc bon, là il y a un dealing desk, donc un bureau de négociation qui analyse en fait les ordres et qui dit ben voilà, cet ordre-là, je sais que ce client est gagnant, donc j'ai pas envie de le payer, donc hop, je vais le balancer sur le marché, d'accord? Et je vais agir comme un broker. Et les scalpers, c'est ça, le scalper, c'est pas parce que le gars va être gagnant, juste parce que les ordres vont arriver tellement vite que le market maker, il va pas avoir le temps de tout trier et de regarder si c'est bon ou pas bon. Donc hop, il envoie tout sur le marché. Alors là où il faut bien comprendre et ne pas se laisser endormir par le marketing, c'est qu'en fait le marché, qu'est-ce que c'est quand on y réfléchit bien? C'est la contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est le market maker. En fait, le marché, ce ne sont que des market makers. Les banques sont des market makers. Beaucoup de hedge funds maintenant sont des market makers. Ça, je vais en reparler juste après. Il y a des gros traders institutionnels qui sont des market makers, des industriels, des institutionnels. Bref, le broker, en fait, dont on parlait tout à l'heure, en fait, il se positionne entre un market maker et son client, tout simplement. Et donc, le broker, en fait, route la liquidité des market makers vers le client. Donc, ça fait quand même une commission en plus, hein, des fois. Après, ça dépend les partenariats du broker, bien évidemment. Et puis c'est tout. Alors que le market maker, lui, il peut faire soit le boulot du market maker, soit le boulot du broker si son client est dans le book numéro A. Alors le fait est que le book numéro A représente une très très faible part des clients et que finalement le terme de market maker se confond quasiment tout le temps avec le mot broker. En fait, ce que je vous explique là, c'est le business model théorique. Mais dans la réalité des faits, tous ceux qui se disent broker, pour ne pas dire market maker, en fait font du market making. Alors ils ne disent pas qu'ils font du market making. Par contre, voilà, on parlera plutôt de book. Hein. Est-ce qu'ils ont un B-book, hein, ce qu'on va voir juste après, ou est-ce qu'ils ont un A-book? Donc en gros, voilà la grosse différence. Donc quasiment tous les brokers font ça. Et on va en parler un peu après justement pourquoi est-ce que ça pose des problèmes de déontologie ou pas. Alors deuxième possibilité, c'est le B-book. Alors le B-book, là, ben, le marché, c'est le market maker. Alors qu'est-ce que c'est que le B-book? Ben, ce sont tous les positions qui ne sont pas toxiques pour le market maker, c'est-à-dire tous les perdants. Alors pourquoi est-ce que c'est pas toxique et pourquoi est-ce que le market maker veut les garder? Ben, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous perdez, c'est le market maker qui gagne. Et statistiquement, comme il y a quand même quasiment que des perdants, hein, 95%, enfin c'est la statistique, mais il y a beaucoup de perdants, ça c'est plus qu'évident, ben, le business du market maker s'en retrouve quand même beaucoup plus intéressé. Imaginez que vous soyez à la tête d'un broker. Okay, demain, vous créez votre boîte, vous créez un broker et vous avez deux possibilités. Soit vous êtes un broker qui va router les ordres de ses clients sur le marché. D'accord? Donc vous dites en gros à votre client, ben voilà, j'ai ce prix-là, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, ok, ben, je prends une commission au passage. Donc vous touchez une commission, une petite partie du volume. Si maintenant il y a un mec qui va vous voir et qui dit, tu sais, tu peux faire du B-book aussi. Il fait, qu'est-ce que c'est? Ben en fait c'est simple. Regarde les clients que tu as en ce moment. Donc tu as ton broker, regarde tes clients. Donc tu envoies tous les ordres de tes clients sur le marché interbancaire, d'accord? Et tu te rémunères sur la commission.
Et tu as vu que quand même dans tes clients, la plupart des gens perdent. Où est-ce que va cet argent qui est perdu? Il va au market maker, il va aux banques et aux fournisseurs de liquidités de qui tu obtiens les premiers prix. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends une très petite part du gâteau, là, ceux qui s'en mangent plein, ceux qui s'en prennent plein les poches, c'est les fournisseurs de liquidités. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais pas un peu t'accaparer une de ces parts de gâteau? Et au lieu d'envoyer tous les ordres de tes clients vers les fournisseurs de liquidités, vers les banques, etc., pourquoi est-ce que tu garderais pas les ordres des clients qui perdent? Comme ça, au moins, tu sais que bah, tu gagneras beaucoup plus d'argent. Hein, parce que quand quelqu'un dépose 10 000 ou 20 000 euros sur un compte de trading et que il va trader et qu'il va perdre 10 000 euros, quand il passe par un broker, par exemple, sur les 10 000 euros de perdus, bah, le broker, lui, il va toucher quoi? Il va toucher une commission sur les volumes. Bon, si les volumes ont été, je sais pas moi, de 100 millions, enfin, on va dire de 1 million, bon, le broker, il va toucher quoi? Il va toucher 100 dollars sur ça. Par contre, si en ayant généré 100 millions enfin, on a dit combien? 1 million, je crois. Si en ayant généré 1 million de volume, il a perdu ses 10 000 euros chez un market maker, donc il fait du b-book, ben, le mec qui fait du b-book, il a gagné et la commission de 100 dollars et les 10 000 euros perdus. Donc, question rentabilité, si vous étiez à la tête d'un broker, je pense que vous y réfléchiriez à deux fois, à savoir est-ce que je fais du b-book ou pas. Alors, le problème, c'est le cas de conscience. En fait, il faut voir les choses comme ça. Comme la plupart des clients et des traders donc perdent de l'argent, et comme ce n'est pas lié au market maker, c'est pas à cause de l'intermédiaire, la question c'est, vu que de toute façon mon client va perdre de l'argent, est-ce que cet argent n'est pas mieux dans ma poche que dans la poche des grosses banques et donc des market makers et de mes fournisseurs de liquidités? La question se pose comme ça. Alors le problème vient d'où? Le problème vient de l'honnêteté, de la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que quand on est un market maker honnête, on fait du b-book, parce que c'est quand même un business qui est extrêmement rémunérateur. Je pense d'ailleurs que c'est un des business les plus rémunérateurs actuellement dans la finance à destination dans la finance pour les retail, tellement rentable que maintenant, enfin ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il y a des hedge funds, des sociétés de gestion qui se créent et qui essaient de capitaliser, donc qui font des levées de fonds. Et au lieu de trader, en fait, elles créent des partenariats avec des brokers et elles disent, ben voilà, moi, donne-moi tes clients perdants. Et on fait moitié-moitié sur la perte de tes clients. Donc il y a des brokers qui disent ben non mais regardez nous on fait pas de b-book hein, les gars, regardez on envoie toutes vos positions vers nos partenaires, sauf qu'ils ont des contrats avec ces partenaires et ils partagent les pertes des clients. C'est moche hein, mais c'est comme ça, c'est la vraie vie et c'est dans ce marché que vous évoluez. Alors maintenant donc comme je dis il y a des brokers honnêtes, malhonnêtes. Donc les brokers honnêtes eux bon ils font, certes il y en a qui font du b-book mais encore une fois comme je viens de vous l'expliquer, entre guillemets, où est le mal puisque de toute façon, le trader va perdre. Si le trader est pas bon, ou si le trader fait des pertes, normalement, c'est pas lié au market maker ni au broker, c'est lié à lui-même. D'accord? C'est lié à sa manière de trader, etc. Donc, le broker honnête, lui, il pense comme ça, et donc il se dit, bah, je vais garder mon b-book. En plus, le market maker va donc gagner beaucoup d'argent en faisant du b-book, et donc il va, s'il est honnête et si il fait pas de conneries, pouvoir réinvestir cet argent dans son service. Par exemple, il va pouvoir proposer plein de services, payer des analystes professionnels, des trucs comme ça. Enfin, ils vont pouvoir améliorer leur service. Et personnellement, c'est vrai que je préfère quand même trader avec une société à l'intermédiaire qui a une santé financière extrêmement solide, plutôt qu'un petit broker dont la santé financière est à revoir et qui prend juste des commissions, qui gagne sa vie juste sur les commissions. Et là, dans ce cas-là, il lui faut beaucoup de volume pour gagner de l'argent. Donc c'est très compliqué quand même, c'est entre guillemets un cas de conscience un peu compliqué. Donc si vous voulez, voilà, vous avez les market makers honnêtes qui font du b-book et du e-book. Donc les clients qu'il ne veut pas, il les balance à un autre market maker plus gros que lui, donc les banques, les fournisseurs de liquidités. Les clients qu'il garde, il les prend. Et bon, bah, des fois, c'est le risque. Hein. De toute façon, le métier de market maker, c'est un métier de gestion du risque. Donc il doit des fois payer les clients qui gagnent. Bon, bah, ça lui fait une petite perte dans son chiffre d'affaires. Mais sinon, il encaisse les pertes des clients. Alors maintenant, c'est vrai que alors c'est très français par contre aussi comme manière de penser, mais c'est vrai que quand on traite avec un intermédiaire, un broker, quand on perd et qu'on sait que cet argent finalement va dans les caisses du broker, c'est vrai que des fois on se dit putain mais fait chier quoi, c'est lui qui prend mon argent, enfin, donc je sais que c'est compliqué, c'est vraiment une situation qui est compliquée. Voilà. Après on a les market makers qui sont malhonnêtes, donc en général ils sont pour la plupart, pas tous mais à Chypre, qui sont souvent, j'ai aucun problème là-dessus et c'est des points sensibles, mais qui sont très souvent détenus
par des fonds israéliens. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des grosses entreprises israéliennes qui détiennent énormément de brokers, qui font beaucoup de brokers d'options minières, beaucoup de market makers. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? C'est très simple. Ils créent un broker qui n'est pas régulé, donc il n'y a pas besoin de payer beaucoup. Alors, ils font une marque blanche avec un autre broker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque blanche? En fait, ils tapent à la porte d'un broker, d'un market maker, qui n'est pas très regardant sur la régularité des opérations ni sur la légalité. Donc, un broker qui est déjà en place, il fait hey, tu peux me passer un peu de ta technologie, comme ça, moi, je monte mon petit broker à côté. Donc, moyennant pas trop d'argent par mois, hein, le prix d'un white label, hein, le prix d'une marque blanche, hop, le broker se fait. Donc, imaginez, vous investissez à peu près bon allez 50 000 euros, 100 000 euros pour monter un broker et pour payer donc pendant un an ou deux donc les licences. Vous n'avez pas besoin de régulation donc vous ne payez rien du tout. Ensuite vous engagez des gens qui vont faire du phoning, qui vont appeler plein de gens en France, ils vont acheter les listes de noms sur des forums, ils vont acheter les listes de noms avec d'autres brokers qui sont peu scrupuleux, ils vont acheter des listes de noms dans des listes qui sont vendues par des sociétés spécialisées dans l'acquisition de numéros de téléphone, d'adresses mail, etc. Et puis ils vont faire leur boulot hein, de phoning, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les gens. Oui, bonjour monsieur Talarida, j'ai vu que vous étiez intéressé par le trading, mon Dieu, mais j'ai une super offre pour vous, vous allez gagner des millions grâce à moi je suis un super trader, blablabla. Bon après il y a deux possibilités, soit je suis un peu crédule malheureusement et naïf, et je me dis, oh génial. Soit j'ai les yeux en face des trous, et puis deux possibilités. Soit le mec, je le raccroche au nez, soit je m'amuse avec lui pendant un petit quart d'heure, en essayant de lui faire croire que j'ai mordu l'hameçon, puis à la fin, voilà, je fais boire la tasse. Donc voilà, le broker, beaucoup de market brokers malhonnêtes font du b-book, donc ils se créent juste pour ça en fait. Ils se créent, ils poussent comme ça, comme des champignons, on ne sait pas d'où. Ils prennent des noms évocateurs. Alors des fois, c'est des noms qui essaient de ressembler à des brokers qui sont honnêtes. Par exemple, il y a eu un exemple la dernière fois, un broker qui s'appelle FXGM. Comme ça, les gens, eux, qui font pas trop gaffe, ils voient pas qu'il y a la petite cédille là sur le C là. Et donc ils disent, ah bah tiens, c'est FXGM, oui, j'en ai entendu parler, c'est un broker sérieux, blablabla. Non, c'était FXGM. Et puis il y a plein de brokers qui prennent le nom de banque. Par exemple, j'ai vu la dernière fois un broker qui s'est dit, oh oui, ben nous en fait, on est détenu par Barclays, machin chaud, la HSBC. C'est complètement faux. Ils ont juste créé une boîte bidon qui s'appelait Barclays LTD Seychelles, et comme ça le mec qui vérifie pas trop il se fait avoir. Donc voilà, donc ces brokers et market makers malhonnêtes, ils se créent avec on va dire 50 000 euros, et ensuite qu'est-ce qu'ils font? Ils font du phoning, ils appellent les gens. Les gens déposent de l'argent, et là il y a 3-4 possibilités. Soit le mec dépose de l'argent et on n'entend plus trop parler, et puis le jour où il veut récupérer son argent, vous pouvez toujours vous brosser. Soit, et ça c'est beaucoup plus fréquent, donc le mec dépose son argent, par exemple une petite somme. Donc le mec au téléphone, qui s'est passé pour un trader, qu'en fait il a autant de références qu'un mec qui fait du phoning hein, dans les call centers, on ne sait même pas où. Donc il appelle, il fait écoutez, faites-moi confiance, déposez que 1000 euros au début. Donc le mec il dépose 1000 euros et tout et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes un broker, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les comptes et vous pouvez créer des vrais gains, des fausses pertes. Et donc il fait, écoutez, moi je vais gérer votre compte, ok, ne vous inquiétez de rien, je gère votre compte. Donc vous, tous les soirs, vous rentrez du boulot parce que vous ne pouvez pas trader en journée parce que malheureusement, vous avez un travail à côté. Et vous voyez des gains qui s'accumulent, mais des gains vraiment, vraiment bons. Et donc vous appelez le mec, il fait, putain, vraiment bravo, vous êtes super balèze, vous m'avez fait des gains et tout et tout. Donc le trader fait, écoutez, là, j'ai rien gagné. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 600 euros sur un capital de 1000 euros. Franchement, mettez plus, mettez 10, mettez 20 000 euros et on va gagner des 1000 et des 100. Donc, il y en a beaucoup qui se laissent avoir comme ça. Et donc, qui mettent beaucoup plus d'argent. Et là, c'est fini. Là, vous pouvez dire en général adieu votre argent. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le trader, il va continuer à faire un peu d'argent. Et puis, au bout d'un moment, bizarrement, il perd. Bizarrement, il prend des grosses positions sur l'or ou sur des marchés comme ça très volatiles. Et tout d'un coup, votre compte, en 2-3 jours, il fond. Donc, c'est bien parce que vous allez appeler en pleurs votre trader en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le trader fait non mais attendez monsieur, c'est le jeu, hein, je vous avais dit qu'il y avait des risques de perte, hein. Moi j'ai tradé comme je pouvais, bon au début j'ai gagné, là j'ai perdu, c'est le jeu. Écoutez, pas de souci, on va se refaire. Déposer 50 000 euros. Et là il y en a qui continuent à déposer et qui se font soutirer des milliers d'euros. Il me semble, donc d'une source qui n'est pas officielle, qu'il y a au moins peut-être 10 ou peut-être plus, peut-être 10 ou 15 millions, 20 millions d'euros qui sont arnaqués comme ça par les particuliers. C'est des chiffres qui sont
énorme. Donc imaginez la rentabilité de ces sociétés. Elles se créent avec 50 000 euros et un client peut leur apporter 30, 40, 50 000 euros. Et elles en ont des clients parce qu'elles font du phoning tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà pourquoi l'image de market maker a été ternie. C'est à cause des gens comme ça qui sont juste des arnaqueurs en fait, qui n'ont rien à voir avec la finance. Mais bon voilà, le marché de la finance pour l'instant pour les particuliers c'est un marché qui n'est pas réglementé, qui n'est pas assez réglementé. Alors peut-être que dans 4-5 ans le législateur sortira peut-être un peu les doigts du nez et pour rester poli hein, et peut-être qu'ils feront quelque chose mais bon. Donc heureusement il y a des sociétés qui aident les gens qui se font flouer. Donc si vous êtes fait flouer par ce genre de broker véreux, il faudrait que vous contactiez Warning Trading. C'est une société qui est spécialisée dans la récupération de fonds. Ils font leur maximum pour aider les particuliers qui ont été floués par ce genre de broker à récupérer leur argent. Et ils ont un très fort taux de réussite. Donc voilà, contactez-les si jamais un jour vous avez un petit problème pour récupérer ces fonds. Donc on en revient à ce business là des market makers et donc de la contrepartie. Donc vous faites bien la différence. Book A, Book B. Book A, c'est ce qu'on appelle le poison. C'est les produits, c'est les clients un peu toxiques, c'est les ordres toxiques, donc c'est tout ce qui est scalper et client gagnant. Donc en général, le market maker ne veut pas s'en occuper et il essaie de trouver un intermédiaire qui veut bien les prendre. Bon, en général, c'est vrai que les banques, etc., n'aiment pas trop ces produits-là, tout ce qui est scalper, HFT, donc ceux qui, parmi les particuliers qui sont très fortement capitalisés, font du trading haute fréquence. Donc il y a des fournisseurs d'équité qui sont spécialisés là-dedans, mais voilà. Et puis les restes, hein, la plupart des autres clients, bah, c'est du B-Book. Donc voilà. Alors après, il y a des brokers qui ne font pas de B-Book. Attention, j'ai pas dit que tout le monde le faisait. J'ai juste dit qu'il y a la possibilité de le faire. Et donc, il y a toujours la tentation. Donc, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font pas, mais qui se cachent derrière des partenariats avec des banques ou des hedge funds, donc des fournisseurs de liquidités, qui eux font du e-book. Et donc, en fait, le broker, lui, officiellement, il fait rien. Officiellement, le broker, il est tout mignon. Il fait non, moi, je fais que du e-book. Je envoie mes ordres sur le marché. Mais en fait, le marché, le broker a un partenariat avec le marché et il partage les pertes du client. C'est un peu moche, hein, mais bon, je suis désolé, c'est la réalité des choses. Donc voilà, le B-Book, le client, l'ordre reste 200 et donc pour se rémunérer, le market maker va garder la position et, entre guillemets, va parier sur la perte du trader. Alors, comme on aime bien, les gens aiment bien tout ce qui est théorie du complot, etc., et qui s'excitent assez rapidement, il faut quand même que je calme un peu toutes les ardeurs. Ça, c'est uniquement, donc tous les problèmes que je citais, pour les brokers qui sont pas régulés et qui sont en dehors de la juridiction européenne. Quand un broker est régulé par les autorités soit françaises, soit anglaises, allemandes, suisses, bon, chypriotes, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts et que la régulation chypriote est quand même pas mal. Australienne, néo-zélandaise, américaine. Alors, si c'est régulé par les États-Unis, c'est que c'est vraiment du costaud parce que là-bas ils rigolent, mais alors pas du tout. C'est pas comme les petits rigolos qu'on a en Europe. Vous pouvez leur faire confiance. Tous les autres brokers, il faut les fuir comme la peste. Et avant de mettre de l'argent chez un broker, il faut se documenter sur le broker. Il y a des milliers de sites internet qui proposent des reviews sur les brokers. Il y a le site le plus connu, c'est Forex Peace Army, c'est un site anglais, américain. Bon, après, je vous ai parlé de Warning Trading, mais vous avez également tous les forums où les gens postent leurs mésaventures sur les forums. Donc voilà, faites très attention. Si vous allez vers un broker qui n'est pas régulé ou qui se dit régulé par la Banque de France, ça n'existe pas la régulation par la Banque de France. Hein. La Banque de France, elle donne des autorisations, mais la régulation, c'est le régulateur. Le régulateur, c'est l'AMF en France. Okay, donc fuyez comme la peste tous ces brokers-là. Vaut mieux payer un peu plus cher et d'aller chez un broker qui est en France ou en Angleterre, etc., que se faire avoir par ce genre de broker. Alors l'autre chose également, c'est au niveau de la régulation. Il faut des régulations très strictes et très particulières pour être soit broker, soit market maker, et on n'a pas le droit de faire de conseils en général. Donc quand vous avez un broker qui vous donne des conseils, il est dans l'illégalité. Il n'a pas normalement l'autorisation ni la licence, à part s'il est autorisé à le faire, pour faire de la gestion pour autrui ou pour faire du conseil. D'accord ? Le boulot du broker, du market maker, c'est de donner de la liquidité et d'exécuter les ordres de ses clients. De lui fournir un service qui peut être un service d'éducation, un service de suivi, un service d'aide, par exemple, pour certaines situations, mais pas de conseil à part s'il est autorisé à le faire. Par exemple, FXM est autorisé à le faire, donc
ou d'autres brokers sont autorisés à le faire et ont toutes les accréditations pour conseiller leurs clients. Voilà, j'espère que ça n'a pas affolé les plus, ceux qui sont les plus avides, enfin les plus à même de s'affoler assez rapidement. Donc en gros, si on pouvait résumer tout ça, il y a un seul, pour nous, il y a un seul intermédiaire, c'est le broker. Peu importe qu'il soit market maker ou broker. Ne retenez pas non plus tous ces termes un peu barbares, ECN, STP, truc bidule, machin chose, et sœur Bernadette. Ne retenez que broker, A-book, B-book. La plupart des brokers ont les deux books. Quelques brokers ne font que du A-book. Dans les brokers qui font que du A-book, on va dire A-book parce que ça fait bizarre, il y a deux possibilités. Soit c'est du A-book strict et pur. Il n'y a que du routage des ordres vers le market maker. Enfin, vers les market makers, donc vers le marché, vers les fournisseurs de liquidités. Soit ils passent des deals, et c'est de plus en plus le cas avec des hedge funds. Et comme je dis, il y en a vraiment de plus en plus des hedge funds qui font ça et qui contractent des banques et qui contractent des partenariats avec quelques petits brokers ou quelques brokers et qui disent bah, écoute, voilà, fais du A-book, comme ça, ça rassurera tes clients. Par contre, derrière, on partage les pertes des clients perdants que tu m'envoies. Et le boulot de cette banque, bah, ça va être le market maker, donc il va faire exactement ce que j'ai décrit là. Donc lui, il va avoir deux books, pareil. Donc le broker qui fait du A-book va renvoyer tous ses ordres vers lui, et lui va faire le tri. Il va faire, alors lui, je le prends, et lui, bah, je l'envoie vers d'autres market makers où je veux me couvrir, etc. etc. Et la boucle est bouclée. Ok. Voilà, alors, ce qu'il faut, une dernière chose qu'il faut comprendre, c'est la manipulation de marché. Euh, Normalement, quand vous perdez, ce n'est pas la faute, ou c'est très rarement la faute de votre intermédiaire. Quelques pertes peuvent être causées par les market makers. Ce sont des pertes que vous ferez sur des unités de temps à très court terme, notamment ceux qui vont scalper ou faire du day trading avec des petits stops. Alors ce n'est pas forcément de la manipulation volontaire. En fait, ce n'est pas de la manipulation dans le sens où ils vont faire décaler le marché. Par contre, ce qui peut être fait, c'est vrai, chez des market makers qui sont malhonnêtes, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler des trous de liquidité. Alors par exemple, au lieu de dire, bah, écoute, je te donne, comme vous vous rappelez, je vous avais montré l'exemple du spread qui s'élargit et qui diminue en fonction du volume qui va ratisser. Mais voilà, imaginons que pendant un moment, on est dans une situation inextricable et qu'il y a un market maker qui veut gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va couper les robinets de sa liquidité. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a moins en moins de liquidité, le spread va augmenter. Puisque le spread va augmenter, mais le prix ne bouge pas. Le prix ne bouge pas, mais le spread augmente. Et en fait, c'est le spread qui va aller toucher les ordres stop et qui va donc exécuter vos ordres perdants. Et donc, ils vont faire ce qu'on appelle un ménage. Alors, ça peut être sur des plus grosses unités de temps. C'est ce qu'on appelle les check-outs et fade-out patterns. En général, c'est quand il y a une news que ça se passe comme ça. Donc, c'est la seule manipulation de marché qui pourrait vous faire perdre. Mais c'est pas non plus tout le temps la faute du market maker ou ce n'est pas fait à dessein de vous faire perdre. Ça peut être également juste à cause de la réalité du marché. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, des fois, les liquidity providers préfèrent privilégier des plus gros clients plutôt que de donner leur liquidité à des petits particuliers qui vont trader une petite news. Et donc, ça crée des trous de liquidité et ça fait augmenter les spreads et ça peut faire bouger votre marché à vous. Voilà, donc ne blâmez pas le broker quand vous perdez, à part si bien sûr c'est un broker véreux. Là, dans ce cas-là, oui, sans doute que la perte est liée à son activité illicite et illégale. Les spreads peuvent être fixes ou variables, comme on l'a indiqué dans la leçon précédente. Alors, il faut savoir que le spread sur le marché interbancaire, lui, il est variable. Il varie en fonction de l'offre et de la demande, de la liquidité et de la volatilité sur les paires de devises, comme on l'a dit la dernière fois. Donc le spread variable est super simple à comprendre, je vous l'ai montré tout à l'heure. En gros, le broker, lui, va prendre le meilleur prix à l'achat et le meilleur prix à la vente. L'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Et il va rajouter ce qu'on appelle le markup, c'est-à-dire sa petite commission. C'est tout simple, il n'y a pas plus compliqué. Là où ça se complique et là où c'est beaucoup plus compliqué à comprendre et là où il y a beaucoup aussi de problèmes, voire d'arnaques, c'est le spread fixe. Il faut vraiment que vous fuyiez le spread fixe. Alors, alors, petite parenthèse aussi, il y a des brokers qui ne rajoutent pas de markup sur le spread, mais plutôt qui vous mettent une petite commission à côté, qui est équivalent. Alors vous allez me dire, attends, quel est l'intérêt, puisqu'au final c'est pareil, qu'il me rajoute un pip de spread ou qu'il me rajoute un pip de commission, financièrement, c'est pareil. Alors c'est vrai que financièrement c'est pareil. Dans tous les cas, vous allez, entre guillemets, payer un pip, ou en tout cas le broker va se rémunérer un pip. Mais dans les faits, c'est différent, et ça vous le saurez le jour où vous commencerez à trader. Puisque c'est vrai qu'il vaut mieux trader avec un spread
le plus étroit possible pour qu'on puisse trader et qu'on puisse modifier les stops et les take profit, notamment pour les scalpers et pour ceux qui font du day trading, dans des plus petits horizons de temps, plutôt qu'un spread qui est élargi par un markup, où là des fois les stops peuvent être exécutés à cause du spread. Ça, on en reparlera peut-être dans la leçon sur money management. Mais en gros, voilà, il faut bien comprendre que quand vous êtes vendeur, enfin je vais le faire maintenant, ça sera plus simple. Quand vous êtes vendeur, d'accord, donc vous avez vu qu'il y a le bid et le ask, hein, donc il y a le prix de vente qui est là, il y a le prix moyen qui est là, et il y a le prix d'achat qui est là. Ok. Quand vous vendez à ce prix-là, d'accord. Mais pour sortir de votre position, vous serez exécuté à ce prix-là. C'est pour ça qu'au moment où vous prenez une position, que ce soit à la vente ou à la baisse, vous vendez ici, mais votre prix pour sortir est ici. Donc vous êtes déjà perdant de l'équivalent du spread, par exemple, pas moins 2 pips. D'accord. Donc ça veut dire que si votre stop loss est ici, et que le prix sur votre graphique monte jusque là, et puis redescend. Le prix vendeur monte et redescend, et le prix acheteur, il monte et il redescend. Donc le prix sur votre graphique est souvent le prix de vente de toute façon. Donc on voit que le prix ici n'a pas touché notre ordre stop. Par contre, alors on verra plus tard ce que sont que les ordres stop. Par contre, l'achat, la ligne d'achat ici l'a touché. Donc même si nous graphiquement le prix n'a pas touché le stop, dans la réalité des faits en fait le stop a été touché. D'accord. Donc il vaut mieux avoir un spread quand même le plus faible possible. Alors revenons au spread fixe. Alors ici c'est en train de se dessiner la variation du spread sur le marché interbancaire. Par exemple sur l'euro-dollar. Donc on remarque que dans la plupart dans la majorité des cas, il évolue entre 0 et 0,6. De temps en temps, il va aller jusqu'à 1, ça dépend ce qui se passe sur le marché, par exemple une news, etc. etc. Donc quand vous tradez chez un broker qui a un spread qui est variable, donc comme j'ai dit, vous allez avoir le spread, donc des fois il sera à 0,6, des fois il sera à 0,4, des fois à 0, des fois à 0,2, plus bien sûr le petit markup, la petite commission du broker. Mais quand vous avez un spread fixe, c'est pas pareil. Alors imaginons que vous êtes chez un broker qui propose un spread fixe de 0,8. Ça veut dire que quand lui vous facture 0,8, mais que le vrai spread interbancaire est à 0,6, 0,4, 0,2, le broker, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne de l'argent sur la différence entre le vrai spread et le spread qu'il vous facture. Et puis en plus, il gagne de l'argent sur son propre spread, parce que lui, il a son propre spread. Donc il gagne un peu sur les deux tableaux. Le problème, c'est que si le spread réel, donc le spread interbancaire, dépasse les 0,8, que va faire le broker avec un spread qui a un spread de 0,8? Il a deux possibilités. Soit il va bloquer les ordres, c'est-à-dire que quand vous allez prendre une position, il va vous envoyer un message en disant non, désolé, j'ai pas pu exécuter votre ordre. Ou alors il va déplacer votre ordre. Par exemple, il vous dit écoute, au lieu d'acheter à ce prix-là, je vais déplacer ton ordre. Donc lui, en fait, il va déplacer son ordre un peu plus haut. Comme ça, même si le spread interbancaire est plus haut que son spread à lui, le fait de décaler la position, ça permettra en fait au market maker, donc, enfin celui qui fait le spread fixe, de revendre plus haut à son client. Donc il a deux possibilités, c'est soit ce qu'on appelle le slippage, c'est-à-dire qu'il va décaler l'ordre du client, une recote, soit il va tout simplement annuler la position du client, ou alors il va tout simplement recréer un faux marché en attendant, c'est-à-dire qu'il va faire monter les prix sur sa plateforme, et non pas chez les plateformes des autres, et il va vous exécuter, donc plus haut, c'est une sorte de slippage déguisé. D'accord. Donc voilà, quand on dépasse les 0,8, donc dans toute cette zone-là, il y a des mécanismes un peu complexes qui se mettent en place pour protéger le broker qui vous garantit, qui vous met un spread fixe. Donc il vaut mieux quand même trader sur des marchés en spread variable. Alors, on va parler maintenant des logiciels pour trader. Alors les plateformes, il y a deux types de plateformes. Soit ce sont des plateformes d'analyse, soit ce sont des plateformes de trading. Donc les plateformes d'analyse, en général, elles ont des fonctionnalités très avancées pour analyser les données ou pour analyser les graphiques. Les plateformes de trading, elles servent à prendre les positions.
Alors, pour la plupart, elles ont des fonctions graphiques également, mais en général, elles sont beaucoup moins évoluées que les fonctions graphiques des plateformes d'analyse. Donc, le mieux, c'est d'avoir une plateforme d'analyse et une plateforme de trading à côté. Bon, après, si on n'a pas besoin de faire des analyses extrêmement poussées, que quelques trendlines et moyennes mobiles suffisent, on n'a pas besoin d'avoir les deux. Bon, maintenant, c'est vrai que les plateformes d'analyse, elles proposent quand même d'autres ergonomies. Elles proposent des petites fonctionnalités qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et puis, en général, elles sont plus faciles et plus simples d'utilisation que les plateformes de trading qui proposent des solutions graphiques. Alors, la plateforme que je préfère, et donc je parlerai que de celle-ci, c'est ProRealTime pour l'analyse graphique. Donc, pour moi, c'est une plateforme qui est extrêmement ergonomique, très simple d'utilisation, qui fonctionne sur Mac, puisque c'est du Java, donc c'est un peu lourd des fois, qui est jolie à utiliser, qui est plaisante à utiliser. Et ben je ne pourrais pas m'en passer. Alors, seul petit souci, c'est une plateforme qui est payante par abonnement mensuel, plus le paiement d'une licence annuelle. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est dans le tutoriel disponible dans la zone membre, on vous explique comment avoir la plateforme gratuite pour le Forex. C'est assez simple. Donc voilà, le but ici, c'était pas de présenter un tutoriel sur ProRealTime, hein, ça aurait pris trop de temps. Donc, je vous invite à regarder le tutoriel dans votre zone membre pour savoir comment utiliser ProRealTime. L'autre plateforme qui est assez utile, c'est pour passer les ordres, donc une plateforme de trading, et c'est MetaTrader 4 de la société russe Metacot, qui s'est tout simplement imposé comme la référence pour les particuliers. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, je pense que c'était plus par des innovations, parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas pour les particuliers, comme notamment le trading automatique. Donc voilà, c'est la plateforme de trading qui est la plus répandue chez les particuliers et donc chez les brokers, donc la plupart des brokers la proposent. Donc moyennant une petite finance, hein, on paye à MetaTrader, je crois que c'est 50 000 euros de licence plus un petit truc à payer chaque mois. Je crois que c'est 700 euros, un truc comme ça. Bon, c'est plus dû à leur stratégie de développement qu'à la plateforme en elle-même, hein, parce que la plateforme, honnêtement, elle est un peu nulle, elle est lente, elle est absolument pas ergonomique. Je trouve qu'elle est même repoussante. Voilà. C'est vraiment, quand on a l'habitude d'analyser sur ProRealTime, analyser sur MetaTrader, bon, c'est tout de suite un peu particulier, quoi. Elle n'est pas très précise non plus dans ses graphiques pour faire des trendlines, etc. J'aime pas. J'aime pas, par contre, on n'a pas le choix. La plupart du temps, on doit passer par elle. Par contre, il n'y a pas vraiment de solution alternative. Alors, il y a quelques brokers qui ont développé leur propre plateforme à eux. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur en fait dans ces plateformes. Alors c'est vrai qu'il y a des bonnes idées un peu de partout. Mais bon. Donc voilà, par contre ce qu'il y a de bien avec MetaTrader, c'est que ben, voilà, on peut faire du trading automatique dessus. Donc pour ceux qui font des robots, ça c'est pas mal. Donc voilà, hein, la stratégie MetaTrader, j'ai pas non plus un super. Enfin la plateforme MetaTrader, j'ai pas un super avis dessus. Par contre ce qu'il y a de bien, c'est que via des API, on peut externaliser les fonctions MetaTrader et créer nos propres add-ons à MetaTrader. Et donc nous, on a fait développer le nôtre qui s'appelle DM Toolbox. Donc en fait, c'est pour rendre la plateforme ultra ergonomique, beaucoup plus rapide, améliorer ses fonctions et tout un tas de trucs. Donc pareil, un tutoriel et une vidéo de démonstration sont disponibles sur le site et dans votre zone membre. Donc en gros, il y a fonctionnalité de navigation rapide. Hein, donc en un clic, vous switchez entre les paires que vous voulez. Prise de position extrêmement rapide avec la fonction one click et le DM mouse. C'est ce qu'on a développé. Ça, c'est interne à DM Trading. C'est juste prodigieux pour moi. Enfin, c'est le truc que je préfère en fait. Tout est parti de là à la base, hein, du DM mouse. C'était une nouvelle manière de trader en fait à la souris. De tout faire à la souris. Positionnement du stop loss sur les graphiques à la souris. Positionnement du take profit à la souris avant de prendre le trade. C'est-à-dire que la plupart du temps, on vous propose de les mettre après avoir pris le trade. Là, on le propose avant, et donc c'est ultra rapide et ultra efficace. Calcul de la taille de position automatique et module de gestion de trade avancé et quelques autres fonctionnalités. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo disponible sur le site. Pour nous, c'est un add-on qui s'est imposé comme indispensable quand on utilise MetaTrader, et la plupart de nos élèves, enfin même tous les élèves en fait, quand ils commencent à l'utiliser, ils ne peuvent plus s'en passer. Ce qui crée d'ailleurs des fois une réaction de dépendance, hein. Dès qu'on a un petit bug des fois sur le truc, on reçoit 10 000 mails, là, le DM Toolbox marche plus, il faut vite faire quelque chose, etc. etc. Alors dernière partie de cette leçon du jour, essayez de ne pas se faire arnaquer, puisque des fois on se fait avoir par les brokers
Mais il n'y a pas que les brokers qui profitent de la crédulité des gens. Il y a aussi des sociétés qui se sont dit, bah tiens, euh, vendre des ordinateurs à des particuliers, ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que les particuliers, en général, ne s'y connaissent pas en informatique. Et ils pensent, à tort, que pour être un bon trader, il faut s'équiper avec un matériel extrêmement coûteux. Alors, c'est un peu en fait les mêmes armes psychologiques qu'utilisent les gens pour la rentrée des classes. Par exemple, on essaie de vendre des trousses ou des stylos super beaux, super fashion, etc. pour que les gamins les voient et ils disent ah maman, maman, je vais acheter ça, je serai super bon en dessin avec ce genre de feuilles et tout. Et c'est vrai, je pense que on a tous été un peu comme ça un jour ou l'autre, hein, quand on était gamin, on a tous été un peu naïfs. Bon, moi personnellement, c'est vrai que j'avais plus de motivation à apprendre ou à faire mes devoirs sur des beaux cahiers tout neufs, magnifiques, plutôt que sur des vieux trucs tout pourris qui sont pas sympas. Hein, vous voulez mettre un enfant au dessin, vous voulez mettre quelqu'un au dessin, ou même vous faites un autre exemple plus d'actualité qui pourrait être plus pour nous. Vous vous dites, voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, je vais faire du sport. Bon, un truc qui peut motiver, c'est hop, vous allez faire un peu de shopping, vous allez vous acheter des beaux vêtements, des fringues, de sport, etc., des belles chaussures, et tout un attirail. Et là, vous êtes super motivé parce que vous avez l'outil. Et bien, ces sociétés utilisent le même principe. Hein, donc, en fait, ils vous font croire que tout coûte super cher, donc ils vous donnent des prix genre 3 000 à 4 000 € pour un ordinateur sans les écrans, et encore sans carte graphique la plupart du temps. Bref, en gros, vous y retrouvez à payer 3 4 5 6 000 € pour des trucs que vous pouvez payer moins de 1 000 € en le faisant vous-même. Mais vous êtes content d'avoir payé 6 000 € parce que, ah, trop bien, maintenant j'ai une plateforme de trader, je suis un vrai trader, blablabla. Et cette société vend ces sociétés vendent beaucoup d'ordinateurs, mais bon. Donc, je vais vous expliquer comment le faire vous-même sans vous faire avoir, sachant qu'il y a d'autres sites également, d'autres sites qui le proposent également. Je crois que c'est Benoît Rousseau de handdeal.com qui proposait, je sais plus, je crois que je l'avais lu, un article où lui s'y connaissait vachement bien justement là-dedans et où il pouvait créer les mêmes ordinateurs mais en beaucoup plus puissants, beaucoup mieux que cette société qui a peu de scrupules à moindre frais. Mais bon, déjà, je vais vous apprendre les bases et à le faire vous-même. Alors, sachant qu'il y a une page sur notre site qui vous aide à choisir avec tous les liens les composants vers des sites de vente comme le nom m'échappe. Alors, première étape, il faut choisir la carte mère, c'est un peu le squelette de votre ordinateur. Et il faut également choisir le processeur. Alors voilà comment se présente une carte mère. Alors c'est vrai que j'avoue que première fois qu'on regarde ça, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est super compliqué. En fait non. Si vous étiez gamin et que vous jouiez au Lego, ben c'est pareil, sauf que les trous sont un peu plus petits. Alors le processeur, va ici en fait, il va se brancher ici. Alors pas de souci, quand vous déballez votre processeur pour le mettre sur votre carte mère, vous ne pouvez pas vous tromper de sens parce que les trous sont faits de telle sorte à ce que ça ne puisse fonctionner que d'une seule manière. Ça, c'est l'emplacement de la mémoire. Alors la mémoire, c'est l'information qui peut être stockée en fait à court terme pour être traitée par le processeur. C'est ce qu'on appelle la mémoire vive, donc c'est utile pour accélérer l'affichage, pour accélérer le calcul, pour accélérer les applications, etc., etc. La troisième chose qu'il faut connaître, c'est l'emplacement de la carte graphique. Donc en général, c'est cette grande barrette bleue. Donc c'est là où se branchera la carte graphique. Alors la carte graphique, comme on va le voir, c'est utile que si vous voulez vraiment plusieurs écrans. Maintenant, de base, la plupart des ordinateurs qui sont vendus et des cartes mères vendues peuvent prendre en charge déjà 2 écrans. Donc pas besoin d'acheter une carte graphique supplémentaire. La carte graphique supplémentaire, elle serait là si votre carte mère ne prend pas en charge 2 écrans, donc ça faut demander à votre revendeur, ou si vous voulez avoir 3 ou 4 ou plus écrans. Et la dernière chose qui nous intéresse, si vous n'avez pas de carte graphique, c'est la sortie vidéo. Hein, donc c'est là où vous allez brancher votre ou vos écrans. Alors à noter que quand vous branchez une carte graphique sur votre carte mère, ça déconnecte la sortie vidéo. Donc c'est à dire que vous ne pourrez pas utiliser ces sorties pour brancher d'autres écrans. D'accord ? Donc c'est pas parce que vous avez 10 trous derrière que vous pouvez brancher 10 écrans. Vous pourrez en brancher que 2. Et si vous en voulez 3, il faudra acheter d'autres types de cartes graphiques ou d'autres types de cartes mères dont on va en parler. Donc en gros, schématiquement, une carte mère, on pourrait la simplifier comme ça. Donc là, c'est, comme on a dit, le processeur. Là, ce sont les barrettes mémoire. Et là, c'est la carte, l'emplacement de la ou des cartes graphiques. Ok. Alors l'emplacement des cartes graphiques, on appelle ça les Slow PCI Express.
Donc quand vous voyez, quand vous regardez en fait sur internet les différentes cartes mères, regardez le nombre de slow PCI Express 2.0. Donc soit il y en a un, soit il y en a deux. Alors les cartes mères, en fait, ça dépend après le nombre d'écrans que vous voulez. Bon, je pense que 2 écrans c'est largement suffisant. Il y en a 2 catégories, en fait, il y en a 2 tailles. Donc soit il y a les petites cartes mères qu'on appelle les ATX. Donc dans ce cas-là, dans la plupart du temps, pardon, soit on a des cartes mères qui sont grandes qu'on appelle les ATX, où en général il y a 2 slow PCI Express, donc on peut brancher 2 cartes graphiques et donc avoir 4, 6 écrans, etc., etc. Soit c'est une micro ATX, donc c'est une plus petite carte mère dans laquelle on ne peut brancher qu'une seule carte graphique. Donc ça, encore une fois, ça dépend du nombre d'écrans que vous voulez avoir. Alors si vous ne savez pas trop le nombre d'écrans que vous voulez avoir, bah, au début le mieux c'est quand même d'acheter une ATX. Comme ça, vous pourrez utiliser 2 écrans. Puis si un jour vous voulez passer à du 4 ou plus écran, bah, ce sera plus facile parce que sinon il faudra tout changer. Il faudra changer la carte graphique, la carte mère, etc. etc. Alors ensuite, à part donc la taille de la carte mère, il y a un autre truc qu'il faut choisir, c'est ce qu'on appelle le support du processeur. En fait, les processeurs, donc il y a plusieurs marques de processeurs, bon, en général c'est soit Intel, soit AMD. En fait, comment est-ce que je pourrais comparer ça? C'est comme l'essence, ou c'est comme la compatibilité de certains produits avec d'autres. Il y a des produits qui ne sont pas compatibles entre eux. Donc par exemple, une carte mère qui a été faite pour accueillir un processeur AMD ne pourra pas accueillir un processeur Intel. Donc il faut, alors ça c'est ce qu'on appelle le support du processeur, d'accord? Donc il faut que vous regardiez si c'est du Intel, donc en général ça sera 1150, 1155, ou si c'est du AMD, FM1, FM2, etc., FM2+, et compagnie. Donc après ça dépend de la qualité ou des prestations de la carte mère et du prix. Bon, on fait du trading, donc ne faites pas la même erreur que ceux qui se font arnaquer par ces sociétés qui vendent des ordinateurs. Vous n'avez pas besoin d'une bête de compétition, d'accord? La puissance de calcul des plateformes, enfin la puissance de calcul qui est nécessaire pour faire tourner des plateformes comme MetaTrader ou pour faire du Java, le Java ça sera plus sur la mémoire, c'est très faible, donc on n'a pas besoin d'une bête de compétition. Vous pouvez prendre les premiers prix, ça sera largement suffisant, mais vraiment largement suffisant. L'erreur qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est juste d'utiliser son ordinateur pour faire autre chose que du trading. En fait, il faudrait que vous ayez un ordinateur pour le trading et un ordinateur pour naviguer sur Internet. Comme ça, votre ordinateur pour le trading ne sera pas pollué par les différents virus qui traînent un peu partout entre les mails, Internet, les cookies, etc., etc. Et en faisant ça, votre ordinateur va vivre pendant 10 ans. Moi, j'ai toujours ma première station de trading que j'ai gardée en mémoire, en souvenir. C'était l'époque des Pentium 3, 3,2 GHz. C'était, je sais pas, il y a 7 ou 8 ans, quoi. Enfin, peut-être j'exagère. Moi, non, mais en fait, j'exagère pas, peut-être 6-7 ans. Et bah, elle est toujours là, elle fonctionne toujours. Parce que je n'utilise que pour ça. Donc, à part changer de 3 pièces de temps en temps. Donc voilà, donc il faut que vous compariez le support du processeur. Donc si vous voulez acheter un processeur Intel, vous regardez quel est son support. Est-ce que c'est un 1150, 1155? Et vous regardez si votre carte mère est bien compatible. Ne faites pas ces erreurs. Si vous avez peur de faire des erreurs, soit utilisez notre utilitaire sur le site, soit appelez le revendeur sur le site sur lequel vous voulez l'acheter ou en magasin si vous voulez passer par un informaticien. Alors la deuxième compatibilité à surveiller, c'est celle de la fréquence de la carte mémoire, de la mémoire. En fait, vous vous rappelez, les barrettes de mémoire, ben en fait, elles ont plusieurs fréquences. Donc c'est ici. Donc lorsque vous choisissez une mémoire, par exemple, ça peut être de la DDR3, comme ici. Bon, c'est les nouvelles normes, donc en général, ce sera que comme ça. Il faut que vous regardiez ça. 1300 Hz, 1600 MHz, 1066 MHz. Il faut que la carte mémoire, enfin la barrette mémoire que vous achetez, soit compatible, donc ait la même fréquence que celle supportée par votre carte mère. Et bien sûr, le type de mémoire, il faudra acheter du DDR3. Tout est indiqué de partout de toute façon. Et puis là, il vous explique la capacité maximale. Donc vous ne pourrez pas mettre plus de 8 gigaoctets de mémoire par slow. Et donc en tout, puisqu'ici il y a 2 slows, vous ne pourrez pas mettre plus de 16 gigaoctets. Donc faites bien attention à tous ces petits détails de compatibilité. Alors au niveau des prix, tout est sur le site de DMT. Mais en gros, faire un ordinateur avec 2 écrans, vous pouvez vraiment, sans exagérer, vous en sortir pour 400-500 euros. Donc voilà, ici on n'était pas question des prix, mais plus de vous expliquer ça. Et puis après, il n'y a plus qu'à choisir les périphériques. Donc les disques durs, le clavier, les écrans, les supports écrans, le lecteur de DVD, le boîtier. Et puis après, voilà, si vous faites du discount ou de l'occasion, vous en tirez pour pas trop cher. Bon, maintenant, si vous voulez un truc beaucoup plus beau, bien sûr, les prix monteront un peu. Mais vraiment, si vous en sortez bien pour 400-500 euros, vous pouvez monter une station de trading, 2 écrans, avec du matériel qui sont neufs.
du matériel qui est neuf, pardon, du matériel qui est de très bonne qualité et qui tiendra la route. Donc pas besoin de dépenser 3000 et quelques euros pour autre chose. Alors après, il y a le montage. Alors ça, c'est super compliqué. Enfin, ça paraît super compliqué quand on n'y connaît rien. Bon, le mieux, c'est soit quand on n'est pas initié, de demander à un informaticien de le faire. En gros, c'est à peu près 50 euros hein, le prix d'un montage d'un ordinateur. Donc, vaut mieux payer ça plus 50 euros que se faire avoir par les revendeurs à 3000 euros. Et puis sinon, si vous êtes un peu bricoleur, l'âme bricoleur, il y a beaucoup de tutoriels, de tutoriaux qui existent sur l'internet pour monter son ordinateur. Donc voilà. Donc montez-le vous-même, ça vous fera économiser de l'argent. Et puis dernier petit point, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un tout neuf, puisque comme je l'ai dit, la plupart des ordinateurs supportent deux écrans. Donc votre ordinateur de salon que vous avez acheté depuis un moment, là, qui sert un peu à toute la famille, bah, achetez un écran à 70-90 euros, vous le branchez, et oh magie, ça marche. Et pour ceux qui ont des ordinateurs portables, pareil, vous pouvez très bien trader depuis un portable. Vous achetez un écran à 70, 80, 90 euros, voire plus, hop, vous le branchez sur votre ordinateur, et oh, vous avez deux écrans. Voilà, donc plusieurs possibilités, essayez de ne pas vous ruiner. N'oubliez pas que l'argent, c'est votre outil de trading, c'est votre outil de travail, donc essayez de l'économiser au plus possible. Je pense qu'il vaut mieux, au lieu de dépenser 3000 euros, ben, acheter un ordinateur à 400 euros, enfin un truc tout fait à 400 euros, ou acheter juste un écran et le brancher, et l'argent que vous économisez, ben, investissez-le plutôt sur le marché pour essayer d'en gagner, parce que c'est pas un ordinateur qui va vous faire gagner de l'argent, hein, c'est vous. Alors bien sûr que le matériel peut vous faciliter la tâche, bien sûr que l'ergonomie d'un ordinateur avec plusieurs écrans peut être utile, mais franchement, bon, moi pour faire du swing, j'ai besoin que de deux écrans. Et encore, des fois, j'aime bien avoir cette image, enfin, j'aime bien trader à la terrasse de certains cafés. Je prends un tout petit ordinateur qui a un petit 10-12 pouces. Ça suffit quoi, faut arrêter les délires des 50 000 écrans. C'est clair que c'est plus confortable d'être assis avec des écrans autour de soi, je dis pas. Mais bon, franchement, essayez de voir en fait en fonction de votre trading ce dont vous avez besoin. La prochaine vidéo traitera des différentes écoles d'analyse. Alors, je rappelle qu'on est toujours dans l'introduction. Donc, là, c'est la dernière partie de l'introduction avant d'attaquer le vif du sujet. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo de formation.